présente communication vise à ressaisir un certain mouvement intrinsèque à l'œuvre d'Arthur Rimbaud. Ce qui caractérise ce mouvement, c'est qu'il suit au plus près la trajectoire du devenir soi à travers l'œuvre du poète, ce soi débordant son moi empirique, étant plus vaste que lui. Dans son excellente préface au volume de la Pléiade consacré aux œuvres complètes de Rimbaud, volume dont il a établi l'édition, notre confrère et ami André Guyot a bien repéré cette trajectoire du devenir soi chez Rimbaud. Il écrit « Il sera, Rimbaud, jusqu'aux illuminations, le poète de l'anamnèse et le poète du projet qu'il appelle ou rappelle à lui ce qu'il fut et ce qu'il sera. » Il existe en effet différentes modalités du faire-œuvre. Si certains poètes creusent et approfondissent inlassablement une même zone, un même point de leur expérience poétique, si d'autres tournent sans cesse autour de la chose à dire, d'autres encore suivent plutôt une trajectoire plus ou moins linéaire. Arthur Rimbaud est de ceux-ci, mais il n'eut pas une trajectoire à suivre. Il fut lui-même cette trajectoire qui le mena à incarner plusieurs figures de son être au monde à la recherche éperdue de soi. Si Rimbaud cessa d'écrire autour de l'année 1874, il a alors 20 ans, c'est peut-être parce qu'il était arrivé au télos, au but final, à l'accomplissement de son cheminement poétique. Certes, du point de vue biographique, il y avait eu la fin de son adolescence, la rupture avec Verlaine et son rejet du milieu littéraire auquel il s'était rendu insupportable. Ces événements biographiques ont aussi pesé sur le changement de sa forme d'existence à partir de 1875. La présente communication dessine l'esquisse du mouvement d'ensemble qui traverse l'œuvre, mouvement qui est celui de la recherche d'une présence à soi, d'une identité. En effet, la question qui semblera être celle de Rimbaud toute sa vie pourrait se formuler ainsi: en quel lieu pouvoir être? Je distinguerai un premier temps que j'appellerai le temps de la participation. La participation est un concept créé par l'anthropologue français Lucien Lévy-Bruhl pour caractériser l'identification de l'individu au groupe social dans les cultures de type clanique. L'individu s'identifie au groupe, au clan, hors duquel il n'a pas d'identité propre. En psychiatrie et psychanalyse, ce concept a été utilisé par le psychiatre et psychanalyste hongrois Leopold Zondi pour signifier le mode de présence du petit enfant qui ne se sent exister qu'en participant à l'être de sa mère, mère qui est tout pour lui. Et chez l'adulte réputé normal, ce processus psychique de participation continue d'opérer afin d'assurer l'intégration du sujet au groupe social. On peut distinguer une première période dans l'œuvre, de la fin de 1869, les étrennes des orphelins, à la mi-mai 1871, avec les lettres sur le poète voyant. Que souhaite Rimbaud alors âgé de 15-16 ans? Que nous livre sa correspondance de poète adolescent? En mai 1870, il a 16 ans. Il écrit à Théodore de Banville, chef de l'école parnassienne, avec l'espoir de voir imprimer ses vers dans la dernière livraison du Parnasse contemporain. Il s'adresse à lui en l'appelant « cher maître » et déclare « C'est que j'aime tous les poètes, tous les bons parnassiens, puisque le poète est un parnassien, épris de la beauté idéale. C'est que j'aime en vous, bien naïvement, un descendant de Ronsard, un frère de nos maîtres de 1830, un vrai romantique, un vrai poète. » Rimbaud fait alors profession de foi en l'idéal parnassien, reconnaît l'autorité de son chef de file
et ajoute en post-scriptum « Je ne suis pas connu, qu'importe. Les poètes sont frères. Ces vers croient, ils aiment, ils espèrent, c'est tout. Cher maître, à moi, levez-moi un peu, je suis jeune, tendez-moi la main. » Nous remarquons de façon évidente le thème de la fraternité poétique. Ce que Rimbaud demande, c'est bien sûr d'être reconnu comme jeune poète de talent, mais, plus encore, il demande que du pouvoir-être lui soit donné. Levez-moi un peu. Et ce gratuitement, sans condition, cela lui étant naturellement dû, je suis jeune, tendez-moi la main. Il demande à rejoindre la communauté poétique et veut croire que les poètes sont frères et qu'ils s'aiment les uns les autres en tant que tels. Il ne faut pas considérer sa manière de s'adresser à Théodore de Banville comme seulement une posture stratégique de séduction. Rimbaud se sent très seul à Charleville. Il recherche l'aide, l'appui d'un aîné reconnu et influent. Certes, il a besoin de reconnaissance, mais la brisure est bien plus profonde. Il vit dans un manque à être qui le fait immensément souffrir. Manque de reconnaissance à un certain niveau, ce qui est assez courant, et à un autre niveau plus profond, défaut de l'être ou dans l'être. Il a toujours dû, enfant puis adolescent, mériter l'affection et l'amour des siens. Il a toujours dû les monnayer. Prologue, un texte écrit à l'âge de 8 ou 9 ans, révèle avec amertume que l'enfant ne recevait un signe de reconnaissance de la part de son père, un sou, un jouet, une friandise, qu'en échange d'un travail à faire, que ce soit une lecture, une division ou quelque autre scolarité. Il ne sera reçu, n'aura une place qu'à la condition de travailler et de la mériter, comme si l'amour d'un père était une question de mérite. Or, en principe, tout enfant a droit, dès sa conception, et gratuitement, il a droit à l'existence et à l'amour. Il doit se sentir accepté tel qu'il est et sans condition. Dans une participation primordiale à l'amour maternel, de l'être lui est donné, et il pourra plus tard épuiser la force de s'aimer lui-même, de ne point se haïr en tout cas, et d'aimer autrui. Rimbaud, qui signa une lettre à Georges Isambard, ce sans-cœur de Rimbaud, et qui dissimula dans un brouillon de la saison, je le cite, l'horrible cœur infirme qu'il croit être le sien, n'a jamais connu cette participation plénière, première et immédiate à l'amour, au cœur de cet autre, formé par la mère, les parents, le cercle familial. N'a-t-il pas écrit dans l'avertissement des déserts de l'amour, le titre est éloquent, que sa vie s'est développée n'importe où, sans mère, sans pays. Les conséquences en ont été qu'il s'est toujours senti étranger partout, hors de la communauté humaine, n'ayant pas le sentiment d'être au monde, dépourvu d'un lieu où être, où exister, se sentant frappé par ce qu'il appelle son vice, et qui n'est en fait que le dégoût de soi et l'incapacité fondamentale d'aimer cette vie-ci, elle qui prend pour lui une allure désespérante. Il dit « ce n'est rien la vie, où la vraie vie est absente ». Et je pense que dans une lettre d'Afrique adressée, André me corrigera si nécessaire, une lettre d'Afrique adressée à sa mère ou à sa sœur, il écrit « heureusement que cette vie est la seule et qu'il n'y en a pas d'autre ». Les poèmes de la première période ont une fonction de réparation. Ils tentent de réparer la participation défectueuse au monde, à la vie, à l'amour. On l'a vu en Arthur embrasse l'idéal du Parnasse, fait preuve d'ambition littéraire, et il va mimer dans certains écrits la comédie de l'amour. Dans le poème intitulé « À la musique », on voit Rimbaud en marge de sa propre ville, jetant sur elle un regard oblique et se représentant comme un étudiant débraillé qui lorgne sous les marronniers vers les alertes fillettes.
Il s'y présente comme désirant, et mes désirs brutaux s'accrochent à leurs lèvres, avait-il d'abord écrit, ça a été corrigé ensuite. Donc il se présente comme un jeune homme normé, dont le désir serait semblable à celui de ses camarades. Il s'efforce de jouer le jeu d'une certaine normalité, afin de, comme il l'écrira plus tard, je le cite, monter au diapason des camarades. Des poèmes d'octobre 1870 ressort particulièrement bien ce désir de trouver un lieu où pouvoir être enfin, où se trouver soi, où avoir lieu. Rêver pour l'hiver, le dormeur du Val, au cabaret vert, la Maline, le buffet, expriment un réel apaisement. Ils imaginent ce que serait une installation dans l'être. Hélas, ce poème sublime et fabuleux qu'est le bateau ivre ramène Rimbaud ici. Après 88 vers d'images fulgurantes en cascade, le poème soudain fléchit. Ce que le bateau finit par trouver, ce n'est pas l'ivresse, la poursuite effrénée d'un ailleurs toujours fuyant, ce n'est pas le rêver, ni la nuit verte aux neiges éblouies, ni ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants, c'est une eau d'ici, une eau d'Europe, la flash noire et froide des Ardennes. Chez Rimbaud, ce terrible défaut de participation dès son enfance a produit une brèche profonde. Même la poésie ne pourra pas réparer la cassure intérieure, elle ne pourra pas peupler un tant soit peu ce désert de l'amour. Si le langage peut symboliser et représenter la cassure dans le réel, il ne peut pas la réparer et faire en sorte qu'elle n'ait pas eu lieu. Et puis, comme vous le savez, il y a un second temps, c'est le temps de voir, le temps de la voyance. Il y a une première lettre adressée à Georges Isambard, datée probablement du 13 mai 1871, et puis il y a une seconde lettre adressée à Paul de Mény le 15 du même mois, donc 2 jours après. Rimbaud va formuler sa théorie du voyant. Maintenant, je m'en crapule le plus possible, écrit-il à Isambard. Et il poursuit, pourquoi ? Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Ce n'est pas du tout ma faute. C'est faux de dire je pense, on devrait dire on me pense. Je est un autre, tant pis pour le bois qui se trouve violon. Et alors 2 jours plus tard, il exprimera la même pensée à Paul de Mény en des termes un peu différents, car je est un autre, si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident, j'assiste à l'éclosion de ma pensée, je la regarde, je l'écoute. Alors, si la concision de la formulation rimbaldienne « je est un autre » est unique et saisissante, il est à noter que l'idée en question flottait déjà dans l'ère du XIXe siècle. L'ego cartésien, siège souverain de la pensée, était fortement mis à mal dans la seconde moitié du siècle. Le terme d'inconscient fut introduit par Henri-Frédéric Amiel, écrivain suisse et auteur d'un journal monumental, autour de 1860. En 1869, le philosophe prussien Karl Robert Eduard von Hartmann publiera son ouvrage fondamental « Philosophie de l'inconscient », donc 1869. Et Freud découvre la méthode psychanalytique autour de 1895. Il est plus probable que Rimbaud n'avait pas connaissance du journal d'Amiel et certainement pas de celui de von Hartmann, bien sûr. Je veux simplement ici souligner un fait intéressant. L'idée d'un autre du moi, d'un autre dans le moi, était dans l'air et circulait plus ou moins obscurément dans l'atmosphère des idées de la fin du XIXe. Et peut-être même avant, comme le faisait remarquer Éric lors d'une conversation récente avec lui. Et c'est sur cet arrière-plan latent qu'éclot la formule saisissante « je est un autre des autres m'ont donné forme. Et me voilà poète, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute, ça revient chaque fois dans les 2 lettres.
la question de la culpabilité. Alors, je ne peux pas l'investiguer ici, cette question de la culpabilité chez Rimbaud. Je ne peux que remarquer qu'elle est bien présente chez le jeune poète. Est-elle liée à l'abandon par le père de sa famille? Donc, le père Frédéric Rimbaud, en 1860, Rimbaud a 6 ans, quitte femme et enfant définitivement. Le père, en 1864, Rimbaud a 10 ans, s'installe à Dijon, où il va poursuivre sa vie et mourir en 1874. Mais il n'y aura plus de contact du tout, semble-t-il, avec sa famille. Madame Rimbaud va, d'après mes informations, se déclarer veuve. D'après mes informations aussi, mais là, vous me corrigerez si nécessaire, Rimbaud n'a pas cherché à rencontrer son père à Dijon. Je ne sais même pas s'il savait qu'il était à Dijon. Pensait-il que son père était mort? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a dans la biographie plusieurs traces des faits d'une identification au père. Je ne vais pas en parler ici maintenant. D'ailleurs, je trouve qu'il faudrait investiguer cette question. La question, quand même, doit être posée de même que la question de la culpabilité. Enfin, on pourra peut-être en revenir dans le débat. Ainsi, ce qui est tout à fait original et propre à Rimbaud, c'est la révélation de la méthode du voyant, le dérèglement de tous les sens, en tant qu'elle met en forme l'expérience poétique. Et par sens, nous pourrions entendre les sens de la physiologie, mais aussi les sens de la signification ou représentation. Le corps entre en jeu. Il pense. La pensée n'est pas seulement une question cognitive, mais elle engage le corps vivant, vécu en mouvement. Le rapport au corps, parce qu'il se trouve ébranlé et renouvelé par le dérèglement, et ce dérèglement est en fait un nouveau réglage des sens, va produire des pensées nouvelles et donner accès à l'inconnu. Rimbaud va parler de trouver l'inconnu, mais enfin ça c'était déjà présent chez Baudelaire, cette idée. Pardon ? Il va déchirer le voile des perceptions courantes, permettre de voir la structure cachée du monde derrière les évidences et les conventions. On pourrait dire que Rimbaud se livre à un travail d'analyse, au sens étymologique du terme, voire même à une sorte d'auto-analyse, via un processus d'introjection dont je vais parler. Voilà ce qu'il écrit. J'assiste à l'éclosion de ma pensée, je la regarde, je l'écoute. La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance entière. Il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Il cherche lui-même. Il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences, ce mouvement d'introversion d'un côté. Non seulement il a vu quelque chose et fait une découverte inouïe, mais surtout il prend position, il prend un risque et procède avec force à l'affirmation de son idée. C'est un moment de rupture avec l'idéal parnassien, avec ses illusions sur la fraternité poétique, avec même son aspiration à la participation. Il ne veut plus du tout participer. C'est une rupture avec les idéaux religieux, poétiques, voire amoureux, qu'on a voulu lui inculquer. Et nous pourrions dire, il se sépare, il se singularise. C'est le prix à payer pour l'œuvre et il veut en assumer les souffrances. Il écrit « Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. » La méthode du voyant met en jeu un processus psychique appelé en psychanalyse introjection. Qu'est-ce que l'introjection ? Le sujet introduit dans son moi un ou des éléments venant de l'autre, du dehors, sous la forme de représentation intériorisée. C'est ce qui se passe notamment dans le deuil, lorsque l'objet d'amour perdu, la personne disparue,
est intériorisé à partir de certaines représentations que l'endeuillé se construit. Images, paroles, comportements de la défunte ou du défunt. L'introjection est liée à un voir, à une perception, une vision représentée et introduite en soi-même, et corrélativement, elle signifie levée du refoulement et prise de conscience. Et en effet, à travers l'expérience du voyant, Rimbaud va percevoir clairement et intérioriser en lui, par bribes et morceaux, des fragments des traits culturels, des idéaux qu'il avait jusqu'alors aliénés, et cela afin de les déconstruire et de s'en libérer. Dès lors, se sentant comme étranger à ce qui fut son monde, il cherchera ailleurs, et en vain, sa vraie famille, sa vraie patrie, sa vraie vie, avant de constater dans la saison « Je vois que mes malaises viennent de ne pas m'être figuré assez tôt que nous sommes à l'Occident ». C'est à cette époque, au moment de la voyance, que, selon le témoignage de ses proches, de La Haye et Isambard, son caractère se modifie profondément. Il s'encrapule comme il l'avait écrit, il se met à composer des poèmes violents, d'un réalisme caustique, dans lesquels, prenant position, il affirme son horreur de la religion chrétienne, de la représentation conventionnelle de l'amour, de l'art parnassien, de son idéal de beauté, et proclame son refus radical de s'adapter au jeu social. Donc on a les pauvres à l'église, les sœurs de charité, les premières communions, ce qu'on dit au poète à propos des fleurs. Il avait écrit à De La Haye « Quel travail, tout à démolir, tout à effacer dans ma tête. Ah, il est heureux, l'enfant abandonné au coin d'une borne, élevé au hasard, parvenant à l'âge d'homme, sans aucune idée inculquée par des maîtres ou par une famille, neuf, net, sans principe, sans notion. » Être voyant, c'est démanteler le déjà constitué, le déjà connu, les perceptions habituelles produites par l'environnement, l'éducation. C'est repenser le monde, le voir tel qu'il est dans sa structure cachée et secrète, le comprendre ou le saisir au-delà de ses apparences. Il s'agit de penser avec tout le corps en opérant un nouveau réglage des sens. Mais, puisque le penseur introduit en lui-même l'objet à détruire, une telle entreprise de déconstruction n'est pas sans danger. Tous ces repères identificatoires volent en éclats. Dès lors, où donc aller et que faire ? En septembre 1871, il arrive à Paris, accueilli par Verlaine. Je ne reviendrai pas ici sur l'amour qui a uni les deux poètes. Il y aurait beaucoup à en dire, et l'on a déjà beaucoup écrit sur le sujet. Je soulignerai plutôt qu'à mon sens, Rimbaud adresse à Verlaine une demande impossible. Quelque chose qui serait ceci: fais-moi exister, autorise-moi, permets-moi d'exister, ou fais-moi exister. Il cherche un appui existentiel ferme et sûr, mais Verlaine, toujours plus ou moins chancelant, ne pourra jamais lui donner cette assurance durant le temps que durera leur relation in presentia. Et vous le savez tous, Verlaine va, en bon chrétien, tenter de se racheter par la suite, en sauvant l'œuvre. Sous l'influence de Verlaine, Rimbaud se met à écrire des poèmes qui résonnent comme des chansons. Bannière de mai, chanson de la plus haute tour, âge d'or, fête de la fin, entend comme Brahme. Il préfère l'assonance à la rime, il utilise des vers impairs, il use de coupes nombreuses et variées, il multiplie les enjambements. Et dans le même temps, on assiste à à l'éclatement du référent, de l'objet du poème. On ne voit plus d'emblée de quoi il parle, alors que le poème garde son sens
Que comprendre à ma parole? Il fait qu'elle fuit et vole. La musique de ces poèmes est toujours teintée de mélancolie, sous des airs enjoués et d'alerte au refrain, ténus, gracieux, subtils. Les poèmes d'alors ont une tonalité et une couleur féodale. On y trouve des châteaux, des donjons, des chevaliers, des corbeaux, des bergères, des bannières, des marécages. Ainsi, il parlera de son alchimie du verbe dans un chapitre de la saison, où il a par ailleurs écrit « Je rêvais croisade, je voulus reconnaître toutes mes odeurs féodales. » Pourquoi donc, en 1872, ce moment moyenâgeux dans l'esprit de Rimbaud? On pourrait faire l'hypothèse qu'en pleine tourmente de ses identifications antérieures, Rimbaud y saisit d'une pulsion à la nostalgie pour un monde perdu, le Moyen-Âge, dans lequel l'ordre symbolique primait, dans lequel les symboles étaient vivants, denses en signification et régulaient la vie quotidienne en offrant des repères stables aux individus. Avec ses chansons autour doucement mélancoliques, Rimbaud retrouve par la poésie, ou tente de retrouver par la poésie, ce qui est perdu pour lui dans la réalité. Une saison en enfer se situe dans le prolongement de la période de déconstruction entamée en 1871. Elle élabore, la saison en enfer, une réflexion critique sur cette époque, une analyse de ce qui fut le démantèlement du rapport au monde et à soi. Elle en constitue une négation réflexive dans l'après-coup. Elle consiste, après la rupture avec Verlaine et le drame de Bruxelles, en un effort pour se ressaisir, se reprendre en main. Car cette déconstruction était à double tranchant. Elle porta aussi bien sur l'objet pensé que sur le penseur qu'il avait introjecté. Elle le mit en péril. Aussi, l'analyse au second degré, l'analyse du démantèlement, opérée par une saison en enfer, permet à Rimbaud d'utiliser la négation, non plus cette fois dans un but de destruction, mais dans une volonté de jugement critique sur ce qui s'est passé. Je le cite, « Quelle sottise c'était, et je m'en aperçois seulement. » Il pleura abondamment, dit-on, lorsque, dans la ferme de Roche, la propriété de sa mère, il rédigeait une saison en enfer. Il devait éprouver le sentiment d'un désastre, d'un affreux gâchis, face au souvenir de comment il avait vécu ces dernières années. Il était plus seul que jamais, il ne pouvait plus compter sur Verlaine, et fit donc retour pour un temps seulement, dans le Havre maternel. Puis nous arrivons à la dernière période, selon mon découpage triadique, une harmonie enfin trouvée. Ce n'est qu'après avoir atteint le fond de l'enfer, c'est-à-dire de l'extrême négation, qu'une ouverture, un oui nouveau va devenir possible dans le destin d'Arthur Rimbaud. Dans les Illuminations, des poèmes tels que Conte, Vie, Matinée d'ivresse, Solde, Génie, Guerre, Jeunesse sont des proses au ton alerte, éclatants et vivants, témoignant des fêtes et du triomphe, de la santé retrouvée. Au temps de la voyance, son corps fut le lieu du dérèglement des sens, et nous trouvons dans la saison deux indications concernant le rapport de Rimbaud à son corps. La première, sans me servir pour vivre même de mon corps, et plus oisif que le crapaud, j'ai vécu partout. Ah, ce partout est peut-être un nulle part. Et quelques lignes plus haut, il s'écriait « La main à plume vaut la main à charrue, quel siècle la main, je n'aurai jamais ma main. » Il fut bien ce garçon gauche et maladroit, étranger à son propre corps, un corps désaccordé, comme le fait remarquer Robert Montal. Rimbaud, toujours passant, se vivait comme égaré, en un lieu d'errance partout où il allait, ni oasis, ni havre où s'arrêter, nul lieu de repos ou d'apaisement. Dans le poème Comédie de la soif qui mine Rimbaud de l'intérieur est une soif d'être. Durant l'expérience de la voyance, il ne fait que transmuter son corps en vision et la vision en mots,
Et la plénitude qui pourrait venir en sa soif, Rimbaud ne l'entrevoit que dans le mirage de la mort, par noyade dans un étang. J'aime autant, mieux même, pourrir dans l'étang, sous l'affreuse crème, près des bois flottants. Être mort dans l'étang, que l'on peut aussi entendre avec un T dans l'étang au sens philosophique du terme, serait-ce être enfin, être mort, rejoindre la totalité, le tout, dans le rien. À présent que la méthode du voyant est abandonnée, Rimbaud découvre qu'il lui est possible, comme il le disait dans les derniers mots de la saison, de posséder la vérité dans une âme et un corps. Il s'agit d'une promesse faite, je le cite, à notre corps et à notre âme créée. En quoi consiste-t-elle ? Notre corps, loin de nous embarquer dans une étrange et déroutante aventure, révélera, à du moins ce pouvoir de révéler, l'être plénier de l'homme en actualisant ses potentialités physiques et affectives, dans ce qu'il nomme la santé essentielle. Comme il le dit textuellement, ce corps merveilleux, loin d'être un enfermement aliénant ou loin d'être condamné à la décomposition, ce corps devient ouverture. Il écrit l'occasion unique de dégager nos sens. Donc, au lieu du dérèglement, est venu maintenant le temps du dégagement. Ce corps prend, je le cite, hors de toute race, de tout monde, de tout sexe, de toute descendance, une dimension universelle concrète. De sa physionomie et de son maintien ressort la promesse d'un amour multiple et complexe, le nouvel amour. Ce corps est donc le lieu du, je cite Rimbaud, du dégagement rêvé. Il faut comprendre qu'il s'agit d'un dégagement du corps hors des limites du moi. Ce corps recouvrant enfin les dimensions d'un jeu, mais d'un jeu, comme le dit Bonnefoy, qui se situe au-delà du jeu ancien, c'est-à-dire le moi, qu'étouffait le poids accablant de l'autre. Il s'agit maintenant d'un il absolu en harmonie avec l'ensemble du cosmos, en accord avec la totalité de l'univers. La notion d'harmonie est centrale dans cette dernière partie de l'œuvre et elle implique deux autres idées, celle d'une totalité et celle d'une ouverture. Deux extrêmes, toutes les possibilités harmoniques et architecturales s'émouvront autour de ton siège. Quant au monde, quand tu sortiras, que sera-t-il devenu ? Et ensuite, les voix reconstituées, l'éveil fraternel de toutes les énergies chorales ou orchestrales et leurs applications instantanées, l'occasion unique de dégager nos sens. Je vais terminer. Au début de mes considérations, j'étais parti de la notion de participation pour dire combien la possibilité de participation à l'être du monde faisait défaut au tout jeune homme. Maintenant, c'est de l'harmonie dont il est question, c'est-à-dire d'un accord entre le corps, l'univers, l'amour, entre cela au sein de l'être dans le langage de la musique. Le corps dont il s'agit ici n'est pas mon corps, ni ton corps, ni son corps, mais un corps, universel, harmonieux, médiateur entre les êtres, au cœur de la fraternité universelle. Ce corps est incarné par le génie dont Rimbaud a écrit ce formidable poème des Illuminations. Génie, il nous a connus et nous a tous aimés. Sachons cette nuit d'hiver de cap en cap, du pôle tumultueux au château, de la foule à la plage, de regard en regard, force ces sentiments-là, le héler et le voir, et le renvoyer, et sous les marais et au haut des déserts de neige, suivre ses vues, ses souffles, son corps, son jour. Ayant entrevu et chanté comme étant possible de l'homme cette universelle harmonie, Rimbaud se tut, se détourna de la poésie. Ce n'est qu'une hypothèse, sa trajectoire avait peut-être atteint son but, au sein de l'expérience poétique, certainement pas au niveau de sa vie d'homme. Le reste de sa route sortait du territoire de la poésie, il devait la poursuivre ailleurs et autrement,
dans la réalité de sa vie concrète. Comme je le disais en commençant, un certain nombre de facteurs biographiques peuvent aider à quelque peu comprendre l'abandon de la poésie. La logique interne de l'œuvre que je n'ai fait qu'esquisser, son aboutissement en un point où le poète se réconcilie avec l'être, a pu aussi jouer un rôle. Mais enfin, le mystère demeure. Il reste entier. Le mystère de la fin de l'écriture reste total. Tout comme celui de l'origine d'ailleurs. Qu'est-ce qui a poussé cet adolescent, tout à fait exceptionnel en bien des matières, d'une intelligence incandescente, avec un don pour les langues qu'il a prouvé par la suite, qui est sidérant. Qu'est-ce qui a poussé ce jeune adolescent à se mettre à la poésie? La réponse, Rimbaud ne la connaissait pas plus que nous. Elle appartient à un ordre d'explication que je pense que nous ne pouvons pas atteindre. Alors, rendons pour finir hommage à Freud, qui écrivait que le poète précède le psychanalyste et que la psychanalyse dépose les armes devant la question du génie artistique. Je vous remercie.